Bon, bah écoutez, C'est bien. je vais commencer. On y va? Bien, eh bien écoutez, je suis très honoré, très flatté d'avoir une assistance aussi nombreuse. Je salue Monsieur le maire, je salue les historiens professionnels d'Étampes, auteurs, voilà, universitaires et professeurs de lycée. J'aurai des références, comme on dit à la télé, je parle sous votre contrôle. Je parlerai sous votre contrôle, voilà. Et alors donc, vous savez que le but, à la fin de cette réunion, c'est de créer une association Histoire et Patrimoine. C'est une chose qui n'existe pas ici, alors qu'il y en a dans plein d'autres communes, villages à côté. Il y en a une à Valpuiseau. Monsieur et Madame Christ ont failli venir d'ailleurs, puis ils ne pouvaient pas finalement. Il y en a une à Boutigny qui marche très bien aussi. Il y a des gens qui s'occupent d'histoire à Milly-la-Forêt. Alors il faut qu'à Metz, cette chose-là soit aussi créée. D'autant que l'histoire de Metz n'est pas si pauvre qu'on peut le craindre. Elle est au contraire extrêmement riche. Et plus on fouille et plus on trouve de documents. Et donc, il y a du boulot. Il y a du boulot. Peut-être même pour faire un livre un jour, mais je pense que pour faire un livre un jour, il faut aussi se faire aider. Et s'il y a une association, ça n'en sera que mieux. Voilà, alors, je ne peux pas parler de tout en une heure et demie, sinon vous seriez peut-être un peu saoulé, un peu fatigué de tout ce que je vais raconter, mais enfin je vais essayer de survoler sans être trop pesant plusieurs milliers d'années ou dizaines de milliers d'années, puisqu'il faut commencer à Metz par la préhistoire, bien sûr. Alors, peut-être un petit mot aussi avant pour parler de ceux qui ont écrit sur l'histoire de Metz. Il y a, on va dire, 3 ouvrages. Un texte assez court qui a été fait dans les années 1880 par un historien que nos éminents historiens connaissent sûrement, qui est Henri Stein de la Société d'histoire du Gâtinais. Henri Stein dit des choses pas très gentilles sur les archives de Metz. Hein. Il dit ceci dans la page 42 de son rapport. Les archives de Metz sont dans un état déplorable, reléguées dans 4 cartons dans la principale salle de la mairie. Elles ne sont plus guère exposées qu'à la moisissure, plût à Dieu qu'il en eût toujours été ainsi. Monsieur l'instituteur m'a avoué qu'avant son entrée en fonction, ces cartons beaucoup plus nombreux alors étaient laissés à la disposition du public. Voilà. Je fais pas ça pour pleurer, mais ce petit pamphlet sympathique, voilà, rédigé quand? Nous donne 1880. Vous voyez, l'affaire c'est fort clos maintenant, on ne peut pas dire. Mais cet homme, dans son article, qui fait quand même quelques dizaines de pages, il a des choses très intéressantes. Par exemple, c'est lui le premier qui publie les lettres patentes de la foire, des foires de Metz. Hein, la foire de Sainte-Catherine, existant toujours, et la foire de Saint-Médard. Il publie in extenso dans son article, dans son petit livre. Il parle de choses très intéressantes, comme la construction d'une halle marché à Metz. Hein. On se demande où elle pouvait être, peut-être devant l'actuelle mairie. Il parle d'une confrérie des bouchers de Metz. Enfin, tout ça laisse à penser que, l'histoire de Metz revêt une certaine importance, que Metz est une ville, je vais le dire plusieurs fois, parce qu'il y a des preuves pour ça, hein. Et il parle aussi des seigneurs de Metz. Je vais tenter de résumer tout ça. Il y a eu aussi une monographie
d'instituteurs, comme ça s'est fait dans beaucoup de communes de France, et l'instituteur de l'époque, M. Péjoux, a commis un ouvrage qui est quand même assez épais, qui est relégué, qui est aux archives départementales de l'Essonne, à Chamarande, voilà. Sa lecture est très intéressante. Hein. À mon avis, il commet quelques erreurs que j'ai fini par détecter au fil des ans, mais ça reste quand même une base de travail. Et puis, il y a plus récemment, ses contemporains, en 66-67, un certain monsieur Barthélemy. Je pense que Patrick, ici présent, a dû rencontrer Pierre Barthélemy. Moi, je l'ai croisé une fois, il est venu à une de mes expositions qu'on avait faites il y a, je sais pas, une trentaine d'années. Hein. Voilà, et il a fait ce petit bouquin qui malheureusement n'est pas publié, c'est de la dactylographie, hein, mais c'est bien. Il commet aussi quelques erreurs, et à mon avis il a beaucoup pompé sur Péjoux, il en a rajouté un peu de son cru, et puis il a actualisé. Il a parlé des industries de Metz de l'époque, la sucrerie, Ciporex, etc. Voilà, et puis plus récemment, on a fait pas mal d'expositions, donc tous ces panneaux sont ceux qu'on a créés ensemble, notamment avec Lolita, ici présente. Hein, et puis on a fait ça aussi beaucoup avec le SIARS, Syndicat d'aménagement de la rivière, qui à une certaine époque avait embauché un historien, un étudiant historien, mais qui nous a fait beaucoup avancer. On a eu des réunions de travail, on a fait des expositions, on a beaucoup avancé, notamment sur l'histoire des moulins de Metz. Mais pas que ça, il aimait bien parler et chercher sur beaucoup de sujets. La préhistoire, ici, il y a surtout une grotte qui est célèbre, c'est la grotte du Patouillat. La grotte du Patouillat a été découverte dans les années 40, 50, et puis elle a été rapidement murée pour éviter qu'on ne vienne surajouter des graffitis contemporains dessus. Donc cette grotte actuellement est maçonnée, la porte est obturée. C'est une grotte comme il y en a beaucoup dans toute la région, dans toute l'île de France, dans tout le massif gréseux de la forêt de Fontainebleau par exemple. C'est-à-dire que ce sont des traces gravées, croisées, des traces rondes, des traces avec des cupules par exemple. Elles datent probablement de la fin du Mésolithique, hein, dans les 10 à 15 000 ans avant notre ère. Hein. Il y a une association assez célèbre qui s'appelle le Gersar et qui a beaucoup cherché, qui a beaucoup inventorié toutes ces grottes ornées. Alors, je sais, il y en a qui ont été les visiter, ces grottes, il y en a qui les connaissent depuis très longtemps, il y en a d'autres qui sont allés les voir il n'y a pas longtemps. Bon, c'est pas très spectaculaire, mais enfin c'est émouvant de savoir que ce sont des choses qui ont été faites il y a 15 000 ans. Hein. Parfois il faut faire des contorsions pour arriver à quatre pattes dans le fond, parce que ce sont de toutes petites cavités, c'est pas des salles monumentales. Voilà, alors je ne m'étends pas, sinon on passe plutôt 2 ou 3 heures sur tout. Mais c'est un autre sujet de la préhistoire, c'est le site de Louche-de-Beauce. Alors quand on a, voilà, si je me mets par ici, personne ne va me voir, et donc je me mets ici. Je vais mettre les panneaux un peu plus loin. Excusez-moi, je n'attendais pas tant de monde. Et donc... Alors, le site de Louche-de-Beauce, voilà, quand on a créé, réalisé l'actuel stade intercommunal, on a fait des fouilles et on est tombé sur des pieux, des traces de pieux. C'est une ferme néolithique. Alors là, on est, disons, 5 ou 6 000 ans après les sites gravés. Ce sont les premiers fermiers d'Occident, hein,
peut-être des populations qui venaient d'Asie mineure, c'est ce que les historiens disent. Et donc on a une cité lacustre dite danubienne qui est sur cet emplacement qu'on appelle l'Ouche de Beauce, c'est-à-dire en contrebas du Patouillat en allant vers Gironville. Cette recherche a été bien réalisée, a été relatée. Et on en a de bonnes traces au musée de Nemours, au musée de la préhistoire de l'Île-de-France, qui est à Nemours. Alors, il n'y a pas que les voilà, les photos des trous. Je crois qu'il y avait 4 fermes néolithiques sur cet emplacement où maintenant il y a le stade de l'Interco. Oui, alors il y avait à côté de cette ferme, de ces traces de ferme, il y avait, comment dire, il y avait un coffre fermé par une pierre avec probablement dessus, on a cru reconnaître un visage avec des plumes, un visage avec un chapeau à plumes, et d'après les spécialistes, ce serait un peu plus tardif, moins 3000 seulement, moins 3000 avant notre ère. Il y a aussi une belle photo dans ce très beau livre, ce très bel album, hein, qui s'appelle Préhistoire en Île-de-France. C'est édité par le musée de Nemours et il y a une page, il y a 2 pages en réalité où on parle de Metz, une pour la ferme néolithique et une pour ce coffre avec un personnage qui est figuré, qui est un peu gravé sur la pierre qui referme le coffre. Je ne suis pas très documenté. Est-ce que ça a une valeur symbolique, une valeur religieuse? Est-ce que ça relate une célébration religieuse? Est-ce que c'est une sépulture? Moi, je ne suis pas capable de vous dire ça. Les commentaires, même là-dedans, sont très prudents sur toutes ces choses. Voilà, tout ce qui traite de la Renaissance, de la préhistoire, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'en définitive, on ne sait pas grand-chose. Ce sont des mystères qui nous sont livrés et sur lesquels il faut avancer avec beaucoup de prudence. Alors voilà pour la préhistoire à Metz. Je dois dire que sur l'époque ensuite, sur l'époque romaine et gauloise, il y a moins de choses. Il y a bien eu quelques fouilles à la fin du XIXe siècle qui sont d'ailleurs parties au musée de Saint-Germain-en-Laye, autre musée de la préhistoire, Saint-Germain-en-Laye. Il y a quelques photos il y a quelques photos. Bon voilà, je m'appesantirai pas là-dessus. Michel Arnoux, notre ami Michel Arnoux, défunt Michel Arnoux, avait trouvé également une ferme gallo-romaine, pas très loin de l'actuelle ferme de Bretonvilliers. Et il avait trouvé des traces de tuiles, vous savez, les tégulés et les imbris, les deux tuiles caractéristiques avec lesquelles on faisait les toits des bâtiments à cette époque. Voilà, alors tout ça c'était pour vous parler de la Renaissance. Je saute maintenant sur la première date connue de l'histoire de Metz. C'est 587. C'est quand même pas mal parce que ça date des héritiers, fils et petits-fils de Clovis. Et comme vous savez, à cette époque, on se battait beaucoup pour récupérer l'héritage du royaume. On ne désignait pas le fils aîné comme héritier, mais on partageait. Et les partages étaient toujours sujets à de grandes bagarres, de grandes batailles. Et donc, à un moment donné,
on conclut un traité, le traité d'Andelot. Et le traité d'Andelot marque bien la frontière entre le royaume de Bourgogne et celui qui est à côté, je crois que c'est la Neustrie, hein, et Metz est citée comme une localité, j'ose pas dire une ville, une localité frontière, avec d'autres communes de la région d'ailleurs. Voilà, alors donc on est fiers de cette histoire, ce qui prouve que, et c'est marqué Metz, enfin c'est marqué Masia, hein, Masia, mais c'est indubitablement c'est Metz, quoi. Voilà. Ça c'est la première mention. Je dois dire que c'est grâce à l'ouvrage dirigé par Jacques Gélis, ici présent, que j'ai découvert cette mention qui nous fait honneur. Voilà. La deuxième mention qui est faite de Metz, c'est 860. Alors 860, c'est une charte qui dit que Metz fait partie des possessions d'une abbaye. Cette abbaye s'appelle à l'époque l'abbaye de Corbion. Corbion, c'est un bled paumé dans le Perche. Hein. Mais j'espère que je parle assez fort. Oui, ça va bien. Bon, d'accord. Mais cette abbaye a été sinistrée, ravagée par les Normands à l'époque, ils n'étaient pas très gentils, et les pauvres moines ont réussi à trouver refuge à Blois, et là ils ont fondé une autre abbaye qui s'appelle l'abbaye de Saint-Lomère de Blois. Et là on entre dans une histoire qui se poursuit jusqu'à la Révolution à Metz. L'abbaye de Saint-Lomère de Blois possède ici un prieuré qui s'appelle le prieuré Saint-Médard. Ce prieuré a disparu, mais il est associé à une église, l'église Saint-Médard, toujours debout. Voilà. Hein. De 860 à 2022, on peut dire qu'il y a une continuité historique à partir de ces moines probablement déjà implantés. Voilà. Alors, je saute encore quelques siècles et on arrive au début du 11e siècle, du 10e siècle, oui, 1100, 1080 et 1100, et à ce moment-là, on peut entrer dans, comment vous dire, quelque chose qui se rapporte à la grande histoire de France, quoi. Les premiers rois capétiens essaient de rassembler tout le royaume, mais en réalité ils ne sont maîtres que du duché des Francs, c'est-à-dire un territoire assez vaste, mais qui n'est quand même pas très grand, qui va en gros de ce qu'on peut appeler le département de l'Oise et de l'Aisne aujourd'hui jusqu'à Orléans, et Metz en fait partie. Donc on peut dire qu'on est dans ce qu'on a appelé, ce que les historiens ont appelé le fin cœur du royaume. Hein, on est dans ce qu'on appelle le duché des Francs, la Francie. Hein. Mais ces pauvres premiers Capétiens ont des vassaux un peu rebelles, félons, et à un moment donné, Louis VI le Gros, on est dans les années 1110, 1120, va prendre d'assaut le château de La Ferté-Alais, la châtellenie de La Ferté-Alais, et on va dire La Ferté-Alais rentre de nouveau dans le domaine royal, de plein pied si vous voulez. Hein. C'est le roi qui est vassal, c'est le roi qui est son propre seigneur sur La Ferté, et Metz fait quasiment partie intégrante de La Ferté. Alors, on s'aperçoit que à peine a-t-il pris possession de cette cité de La Ferté, qui est plus importante qu'aujourd'hui, hein, qu'il administre le domaine et il s'intéresse à Metz. Alors je vous lis une partie de cet article qui a été écrit par un certain Gustave Estournay
un de vos ancêtres. Dans la société historique, je crois déjà la société historique de Corbeil et du Repoix, ça date juste de l'après-guerre. Et alors je vous lis ce texte parce qu'il est riche. Hein. Un des premiers actes de Louis VI dans sa nouvelle châtellenie fut d'affranchir Lisiard, fille de Benoît de la Ferté, pour lui permettre de s'établir à Itteville, sur les terres du chapitre de Notre-Dame de Paris. C'est un autre fait. Et en 1116, Dimbert, archevêque de Sens, donna l'église Saint-Hilaire de Metz avec les dîmes au prieuré parisien de Saint-Éloi. Peu après, Louis VI y ajouta des hottises de terre, c'est-à-dire en réalité des paysans attachés comme hôtes sur des terres, des vignes, avec les dîmes de blé et de vin, et la moitié d'un moulin. Très probablement, c'est ce qu'on appelle le moulin de Saint-Éloi aujourd'hui. Hein. Les religieux, par ailleurs, les religieux de Saint-Lô-Maire de Blois, dont je viens de parler, qui possédaient dans la même paroisse l'église de Saint-Médard, s'empressèrent de venir trouver le roi lors d'un séjour qu'il fit à La Ferté, et sollicitèrent la reconnaissance de leurs droits qui furent confirmés par un diplôme de 1120. Alors, par ça, on se trouve complètement dressé le décor de tout ce qui va faire Metz et les fiefs, les possessions seigneuriales de Metz. Vous avez, c'est pas cité là, mais il y a quand même un château, on va dire laïque, un château qui n'est pas tenu par des religieux. Certains le savent, mais je le rappelle, ce château, il est à peu près là où se trouve la ferme de M. Denise, donc hors les murs. Et puis à l'intérieur de Metz, il y a deux communautés religieuses, le prieuré Saint-Médard de Metz, qui dépend d'un abbé à Blois, et la seigneurie de Saint-Éloi, ce n'est pas un prieuré, qui dépend, elle, du prieuré Saint-Éloi de Paris. Ce prieuré Saint-Éloi de Paris, c'est pas n'importe quoi, c'est une institution religieuse qui est en face de la Sainte-Chapelle. Hein, aujourd'hui, c'est dans la préfecture de police, il n'y en a plus aucune trace, mais on peut dire que le prieur de Saint-Éloi de Paris devait vraisemblablement voir passer Saint-Louis qui allait prier à la Sainte-Chapelle, par exemple. Bon, ils étaient à quelques dizaines de mètres l'un de l'autre. On peut difficilement imaginer qu'ils ne se connaissaient pas. Et alors, ce prieuré Saint-Éloi de Paris relevait d'une grande abbaye qui était celle de Saint-Maur, Saint-Maur-des-Fossés. Voilà. Que notre ami Dominique connaît et m'a fait un peu visiter il y a quelques années d'ailleurs. Et qui était plus grande que Notre-Dame de Paris. Voilà, oui, c'était un des grands édifices, une abbaye royale, comme il y en a quelques-unes, et des gens très riches. D'ailleurs, Metz, la fortune de Metz s'établit avec les moulins, hein. Il y en a, je ne sais plus combien, 5 ou 6 à Metz. Certains dépendent du prieuré Saint-Médard, d'autres dépendent du prieuré Saint-Éloi de Paris, de la seigneurie de Saint-Éloi à Metz, avec tout le système d'impôts, de revenus qui est attaché. Vous savez, au Moyen-Âge, dans le système féodal, on ne fait rien sans qu'il y ait une charge, un impôt à payer à ceux qui possèdent la terre, aux seigneurs, que les seigneurs soient religieux ou qu'ils soient laïcs. Hein, il n'y a pas de liberté libérale du commerce comme on la connaît aujourd'hui. Tout est réglementé. Si on veut du pain, on va au four banal. Si on veut du vin, on va au pressoir banal. Et tout à l'avenant comme ça. Hein. Et si on a des foires, c'est parce que le roi l'a bien voulu et qu'il a fait une ordonnance, etc., etc. Voilà. Bon, je perds un peu mon fil, mais je vais rebondir sur les églises.
chacune de ces deux communautés religieuses a son église et sa paroisse. Il y a l'église Saint-Médard, je n'en reparle pas, mais il y a quelques panneaux là-dessus que je vais vous sortir. Et puis il y a l'autre église, qui est quasiment dans l'endroit où je vous parle. Hein. Si je vous ouvre les toilettes, vous allez tomber sur le contrefort de l'église Notre-Dame. Alors, cette église a été, on va sauter les siècles, mais enfin cette église a été supprimée à la Révolution. Et à un moment donné, on en a vendu le corps de bâtiment, quoi. Et donc, quand on a fait cette vente, en 1812, je crois, on a établi un très beau plan, qui est un outil de travail remarquable, parce qu'on sait à quoi ressemblait cette église. On n'a pas de gravure, on n'a pas de dessin, mais par contre, on a un plan. Un plan qui est très détaillé, on peut l'orienter, le plan, parce qu'à un moment donné, on voit d'un côté emplacement de la maison d'arrêt. C'était là, c'était cette maison qui barrait le passage entre l'église Saint-Médard et l'église Notre-Dame. Hein, on ne passait pas là. Hein, il y avait la maison de justice seigneuriale. Et puis, bon voilà, il y a quelques propriétaires privés à côté. Là, on voit le clocher. Je pense que là, c'est la sacristie et il est assez facile d'en déduire que cette arcature que vous avez peut-être vue en allant voter dimanche, hein, cette espèce de début de porte là qui est interrompue, noyée dans la maçonnerie, c'est probablement l'entrée de la sacristie de l'ancienne église Notre-Dame. Alors, Metz, donc, de ce fait, a deux paroisses, comme dans les villes, c'est-à-dire on relève, on est paroissien de Saint-Médard ou on est paroissien de Notre-Dame, et il y a des quartiers qui sont, je pense que tout le nord de Metz est plutôt Saint-Médard, mais le quartier de la paroisse Notre-Dame, c'est plutôt le noyau, rue du Bonpuits, rue du Prieuré, Saint-Éloi, voyez. Hein. Et si vous allez regarder les vieilles tombes de nos deux cimetières anciens, vous vous apercevez qu'il y a dans le cimetière qu'on appelle le vieux cimetière, qui est à gauche lorsqu'on part à Étampes, hein, il y a des tombes qui sont plutôt d'habitants de la rue du Bonpuits. On peut, sans trop se tromper, dire que le cimetière à gauche, c'était le cimetière Notre-Dame, et le cimetière à droite, c'est le cimetière Saint-Médard, qui porte toujours d'ailleurs le nom de cimetière Saint-Médard, hein, c'est pas pour rien. On l'appellerait communément le cimetière de Metz, non, on l'appelle le cimetière Saint-Médard, voilà. Ces cimetières ne sont pas très anciens. Autrefois, on installait les cimetières dans la proximité des églises, donc il y a fort à parier que cette place de l'église, cette place du jeu de paume, c'était le cimetière Saint-Médard. Hein. Et une partie de la cour de l'école était le cimetière Notre-Dame. Ça, à mon avis. Mais au XVIIIe siècle, les hygiénistes ont dit c'est pas très sain d'avoir toutes ces tombes au cœur des villes. Il faut mettre les cimetières un peu en hauteur, à l'abri de l'eau, et hors les murs. Donc on a eu ces cimetières déplacés. Et ça a été de très bonne heure, parce que souvent ces cimetières sont déplacés plutôt au milieu du 19e. Nous, d'après les plans, ces deux cimetières sont déjà présents au XVIIIe siècle. Hein, déjà présents au XVIIIe siècle. Voilà, alors, j'ai un peu débordé. Le prieuré Saint-Médard a une maladrerie, léproserie en quelque sorte. Hein. Elle est très probablement à la limite de Bois et de Champs, à la limite de Gironville.
euh, dans les terres exploitées par M. Provost. Hein. C'est pas loin de la cité lacustre, voilà. Peut-être qu'il y a une continuité urbaine à un moment donné qui se fait par là. Hein. Il faut peut-être étudier ça de près. Alors, je continue. Il est très probable que la guerre de 100 ans a beaucoup endommagé Metz. L'église Saint-Médard est très remaniée. Tout laisse penser qu'elle avait un chevet très resserré et peut-être en forme de croix latine, il y avait un transept. Hein. Et puis, cette partie ayant brûlé sous la guerre de 100 ans, pendant la guerre de 100 ans, on a reconstruit d'une façon assez rustique, pas très belle, moins belle que ce qui existait au départ, une grosse nef avec deux gros rampants. Ce sont ceux que vous voyez. Si on fait une sortie un jour, je vous montrerai, on arrive à définir la trace de l'ancien pignon plus petit sur le grand pignon. Hein. Voilà. Bon. Et moyennant quoi, ce clocher était beaucoup plus dégagé qu'il ne l'est aujourd'hui, et quand on monte au clocher, on s'aperçoit qu'il y a des fenêtres aveugles. Il y a des fenêtres sous la charpente. Hein. Vous y êtes allé, non? Voilà, mais c'est assez mystérieux. Quand on monte au clocher, on s'aperçoit qu'il y a des fenêtres qui donnent sur rien, sous la charpente. Hein. Donc ça veut dire forcément quelque chose. J'ai encore à vous parler deux mots des foires. Donc, en 1498, le roi Louis XII, tout jeune successeur de Charles VIII, écrit une lettre patente par laquelle il octroie à Metz 2 foires et un marché. L'original a disparu, c'est une des choses dont se plaint Stein dans son article de la fin du XIXe siècle, mais il y a des documents qui sont dans les registres de la chancellerie royale et qui rapportent, qui écrivent cette ordonnance. Hein. Je ne vous lis pas tout, ça serait trop long, mais enfin, Louis, roi de France, savoir faisons-nous avoir reçu humble supplication des manants et habitants de notre bourg et village de Metz sur la rivière Essonne, contenant que Houdibourg, auquel nous avons haute justice, c'est-à-dire droit de mort, moyenne et basse, passe et affluent souvent autrefois plusieurs personnes, marchands et autres, où il y a beaux édifices et logis pour recueillir les marchands et passants. Les dits marchands et passants, très beaux biens et propres à tenir foires et marchés. Et c'est ancien français, hein, parfois on ne comprend pas tout, et serait convenable et chose profitable pour le bien et utilité des habitants du dit lieu de Metz, etc. Je passe, et donc de créer à certains jours, avec l'une de ces dites foires, le 8e jour de juin, qui est la fête Saint-Médard, l'autre le 25e jour de novembre, qui est le jour de la fête de Madame Sainte-Catherine. Et le dit marché, le lundi. Ça a changé depuis. Hein. De chacune semaine. Alors, tout ça, il y a un cahier des charges, si vous voulez, dans cette ordonnance royale, parce qu'il est dit qu'on ne peut pas faire de foire à tant de lieux. À tant de lieux, ça je ne le retrouverai peut-être pas, ou alors il faut que je vous dise tout. Oui, il n'y aura autres foires et marchés à 4 lieues à la ronde, près du dit lieu de Metz. Voilà. Alors 4 lieues, peut-être que ça nous emmène jusqu'à Étampes, et or comme les foires d'Étampes sont plus anciennes que celles de Metz, bon voilà, il y a quelque chose qui est assez plausible là, vous voyez. Bon, je ne vous lis pas tout, mais
Sachez que les Messois sont fiers de leur foire de Sainte-Catherine, mais ils ont de quoi, puisque c'est quelque chose d'historique qu'on a numéroté, on a repris les millésimes régulièrement. Hein. C'était une foire aux bestiaux en grande partie. Hein. Voilà. Mais la foire de Saint-Médard, malheureusement, elle a disparu. Il y a, vous voyez, lorsqu'on a fait une exposition, je ne sais plus laquelle, peut-être en 2013, j'ai fait ce petit plan figuré. Hein. On voit le prieuré Saint-Médard, qui est probablement sous la rue de la Ferté-Alais, l'église Saint-Médard elle-même, puis la maison de justice, hein, et l'église Notre-Dame, plus petite. On le sait parce que on sait qu'il y a environ 300 feux. À Saint-Médard, il y en a une centaine ou 150 à Notre-Dame. Hein. On a encore son emprise quand on sort de la mairie par une petite porte pour aller à l'école. On passe à côté de Contrefort, de l'ancienne église Notre-Dame. Donc on voit très bien son emprise. Hein. Ça s'arrête ici, à la poste, et ça va jusqu'à derrière le bureau de Manuela, si vous voulez, quoi, dans la mairie. Quoi, hein. Voilà. Je continue à passer les siècles. La période des guerres de religion est assez lourde, assez dure, bien que nous soyons ici sous la protection, sous l'influence d'un personnage considérable qu'est le chancelier Michel de l'Hôpital. Hein, Michel de l'Hôpital a un château tout près d'ici, à Bélébat. Il a aussi celui de Vigné à Champmoteux. Il meurt d'ailleurs. Non, il ne meurt pas à Vigné. Je crois qu'il meurt chez sa fille à Vers-le-Grand. Hein? Il meurt à Bélébat. Oui, d'accord, voilà. Bon. Très bien. Mais ses cendres sont transférées à l'église de Champmoteux. Michel de l'Hôpital cite souvent Metz, dans quelques textes. Hein, il l'appelle Metz la Rocheuse d'ailleurs. Hein. Et il a une fille, Marguerite, je crois. Marie Morin. Pardon ? Marie Morin. Marie Morin, voilà. Bon, alors. Et elle est mariée avec un Hureau. Et le beau-frère de la fille de Michel de l'Hôpital est André Hureau de Metz. Alors André Hureau de Metz est un homme tout à fait éminent dans le royaume. Il est ambassadeur de Henri III et de Henri IV. Il est ambassadeur à Venise. Et puis il est ambassadeur du roi d'Angleterre, de la reine d'Angleterre à l'époque. Hein. Donc c'est un homme tout à fait éminent qui joue un rôle. Et puis alors les ambassadeurs à l'époque sont plénipotentiaires. Ils ont un pouvoir quasiment de ministre. Quand ils ont reçu leur lettre de créance, ce sont des gens plus considérables que les ambassadeurs d'aujourd'hui. Hein. Néanmoins, apparemment, André Hureau a une... D'abord, il se fait appeler Monsieur de Metz. Hein, et il y a des textes qui relèvent tout à fait ça. Et apparemment, il a une certaine attention pour le château de Metz. Hein, c'est lui qui fait... il est grand voyer, c'est une charge, un office royal. Et donc il fait probablement aménager la grande rue et aménager les devantures, les étals, notamment les bouchers. Stein, je vous ai parlé de ça au début, relate cette histoire des bouchers de Metz et André Hureau de Metz joue son rôle là, dans cette affaire.
Les Hureaux s'effacent parce qu'André Hureau n'a pas d'enfant. Enfin, il a une enfant naturelle, on peut en parler, ça c'est assez romanesque. De son ambassade à Venise, je crois qu'il ramène une fille naturelle qui va devenir à un certain temps dame de Metz. Hein. Mais bon, je crois qu'il n'y a pas de descendance, il n'y a pas de transmission. Les Hureaux cèdent aux Berzeaux et les Berzeaux au refuge. Les Hureaux et les Berzeaux sont des gens de noblesse de robe, de noblesse parlementaire, mais les refuges ensuite, tout ça c'est la même famille, il y a quand même une transmission. Hein. Les refuges sont eux des militaires et ils portent des grades qu'on peut comparer à général aujourd'hui, enfin ils sont maréchaux de camp, maréchal de camp, chef des gendarmeries royales. Et les refuges restent propriétaires les marquis de refuge restent propriétaires du château de Metz jusqu'aux environs 1760. Puis c'est vendu, cette propriété, ce domaine, cette terre de Metz est vendue à bon, voilà, j'ai un trou, excusez-moi. Comment C'est vendu. Hein? Sur la tête, c'est vendu. C'est vendu. Non, c'est. Je vais retrouver. C'est Hein. pas vendu à Denise, comme. Non, vous le savez d'ailleurs, vous le savez. Bon, voilà, c'est pas grave. Et puis, en pleine révolution, ce domaine est revendu à De Trimont. Et les deux Trimont vont rester propriétaires du château jusqu'à ce que ce château brûle en 1871. La dernière châtelaine va mourir dans le château, mais ils vont rester propriétaires de la ferme. La ferme de M. Denise ne sera vendue aux Denise qu'en 1950 ou 52, quelque chose comme ça. Voilà. Ce dernier seigneur de Metz avant la Révolution, c'est Bataille de Française d'Aville. Bataille de Française d'Aville vend la terre de Metz en pleine Révolution. Hein. Apparemment, cet homme n'est pas trop inquiété par la période révolutionnaire. Et j'ai trouvé, il y a déjà quelques années, l'acte de vente qui est passé au Châtelet à Paris. Hein. Il faut aller au minutier central de Paris pour trouver cet acte. Mais cet acte est très très, très intéressant parce que on décrit par le menu les biens seigneuriaux de Metz, désormais abolis, mais quand même on en fait un énoncé extrêmement détaillé. Je ne vais pas tout vous lire encore une fois, mais il y a quand même des choses très intéressantes. Premièrement, la terre de Metz, 6 cantons du Dilieu, du district d'Étampes, département de Seine-et-Oise, composé des ci-devant fiefs des Murs. C'est comme ça qu'on appelait le château autrefois, château des Murs. Fief des Murs et fief de la Maison Blanche, y réunis. C'est un petit fief qui a disparu, qui a probablement été englouti quand on a creusé les carrières de Siporex. Hein. Autre fief, celui de Saint-Éloi, mouvant ci-devant en fief de l'archevêché de Paris à cause du prieuré de Saint-Éloi, y réunis, je vous en ai parlé. Desgraines-Trie, mouvant ci-devant du fief de l'abbaye de Saint-Lomère de Blois, de celui du Clos Hérissant, mouvant ci-devant en fief de Voisin, situé en la paroisse d'Abbéville, appartenant à Madame Grassin, du moulin de Saint-Éloi, ou du Grand Moulin de Metz, mouvant ci-devant en fief de la Couronne, c'est-à-dire des biens propres du roi. Hein. À cause du château de la Ferté, etc., etc., etc. Alors, je vais aussi, à un moment donné, il y a une description du château.
Et ça aussi, c'est assez savoureux. Le château et manoir du ci-devant fief des Murs est composé de 3 grands corps de logis bâtis à la moderne. Je pense que ça veut dire qu'il y a des toits à la mansarde, d'après les plans. Se tenant l'un à l'autre et communiquant par un corridor qui règne au pourtour des dits 3 corps de logis, tout par le bas que par le haut. Le rez-de-chaussée est composé d'un vestibule, antichambre, salle de bain, salle à manger, salon de compagnie, petite salle de billard, chambre au linge, chambre de la menuiserie, office, cuisine, logement de concierge, sur haut, en haut. 15 chambres de maître, ayant pour la plupart antichambre, cabinet et garde-robe, escalier pour y monter et petit escalier de dégagement, grenier dessus, couvert d'ardoise, cave dessous, cour au milieu du dit bâtiment, séparé de la basse-cour par une grande grille et porte de fer, ayant avant-cour pour laquelle on s'introduit de la rue par une porte et grille en fer, elle existe toujours. Grille en fer qui existe toujours, de laquelle avant, à main gauche, est un puits et une laiterie, couverte de dalles. Voilà, bon, enfin, je vous lis pas tout, mais c'est une lecture passionnante. On y fait aussi une description de la petite maison où se rendait la justice, donc c'est la maison là entre Saint-Médard et voilà, la petite maison où s'exerçait ci-devant la justice seigneuriale, supprimée par les mêmes décrets. La dite maison est située entre les 2 églises de la ville de Metz. Hein? Voilà, on décrit les fermes, la ferme de la Chartrie, le petit moulin ou moulin de ville, qui existe toujours. Vous voyez où est le moulin de la ville, hein, on l'appelle toujours comme ça. Le moulin moyen, à mon avis, c'est le moulin Brézé. Le moulin neuf, le grand moulin, ou moulin de Saint-Éloi. Voilà. Ce document est dressé pendant la Révolution, mais il a un grand intérêt, comment dire, il a un grand intérêt pour le côté médiéval, pour les droits seigneuriaux et pour tout ça. Je m'aperçois que je ne vous ai pas parlé des fortifications de Metz. Et nous avons fait il y a quelques années des panneaux lors d'une exposition. Donc je vous ressors un peu tout ça. Les habitants de Metz, qui sont tout aussi dégourdis que les autres, en décembre 1540, l'an 1541, voilà, le jeudi 21e jour d'avril après Pâques, nous, lieutenant général du bailliage de la Ferté-Alais, oui, mais il relate que, voilà, au mois de décembre 1500, les habitants du dit lieu et bourg de Metz, au bailliage et Châtellenie de la Ferté, sont allés voir le roi François Ier à Fontainebleau, hein, au mois de décembre 1500, et desquelles lettres patentes en suit, roi par la grâce de Dieu, roi de France, savoir faisant à tous présents et à venir, pour avoir reçu l'humble supplication de nos bien-aimés, les manants et habitants du lieu et bourg de Metz, bailliage de la dite Ferté-Alais, contenant que le dit lieu et bourg est construit et édifié de bonnes et belles maisons peuplées de grands peuples, de divers états, manants et habitants. Et il est dit un peu plus tard qu'on doit se protéger des vagabonds, larrons et pillards et gens de mauvaise vie qui s'assemblent de leur autorité privée et qui ont ravi, pillé, gâté, mangé, dissipé leurs biens et tellement molesté, intéressé qu'ils ne peuvent satisfaire aux charges qui leur conviennent, supporter tant pour le paiement de nos aides et taille entre tellement d'eux et de leurs familles, ménages que d'autres. Donc, on construit ces murs, et je vous cite encore, de faire clore le dit bourg de Metz, de murailles, tours, portaux, fossés, boulevards, et autres choses requises et nécessaires à forteresse de ville,
pour y fournir et satisfaire, mettre et imposer sur eux tels deniers qui seront requis et nécessaires, etc., etc. Alors, on est arrivé à peu près, on sait à peu près à quoi ressemblait le tour de ville fortifié de Metz. Hein. On a fait ça d'ailleurs, une promenade est assez facile à faire. On arrive quasiment à faire le tour de Metz fortifié. À l'emplacement, juste avant les cimetières, vous avez la porte qui mène à Étampes. Hein. Je profite au passage pour dire, surtout aux anciens Messois, certains racontent qu'il n'y avait pas de route pour aller à Étampes à cet endroit. C'est faux. Il y a une porte, il y a la porte d'en haut, et après, la route d'Étampes n'existe pas. Effectivement, elle se coupe en deux. Il y en a un bout qui va sur Valpuiseau et un bout qui va sur Étampes, mais en montant par ce qu'on appelle les carrières et les terres qui sont sur la Crêle et vers Cognon-Puy. Hein. Mais bon, alors voilà, il y a une porte du Bon-Puy, il y a une porte d'en bas, hein, qui est près de l'Abreuvoir, près de la rivière. Il y a une porte du château, qui est le bout de la rue du Pressoir, et il y a une porte Archelet. La porte Archelet qui est disparue, bon, c'est un joli mot, on peut supposer qu'il y avait plusieurs arches, peut-être une petite porte et une grande porte. Elle est au coin de la rue du Cimetière. Hein. La rue de la Ferté n'était pas à cet endroit, elle est contre les façades, et donc si vous arrivez au bout des façades, derrière le monument aux morts, vous avez à peu près, à mon avis, là, l'emplacement de la porte Archelet. Hein. Voilà. Quand on a fait ces panneaux-là, je ne savais pas, je n'avais pas bien réfléchi, mais il est très probable qu'avant cette fortification de 1540, il y ait eu une fortification, un anneau de fortification plus petit, qui est peut-être à l'emplacement de la rue du passage du Bon-Puy, de la rue de la Procession et de la rue de la République. Voilà. Et si vous y pensez bien, ça peut correspondre à la petite ruelle où habite Madame Gaudin. Vous voyez? Si vous tracez ça, avec des pointillés là où il n'y a plus rien, où il y a des maisons, vous arrivez à une sorte d'anneau concentrique plus petit, mais qui est à peu près de même forme que l'anneau de 1540. Hein. Voilà. Bon, ça mériterait une étude. Enfin, si vous voulez, j'ai pas de preuve formelle, mais ça paraît assez plausible. De quand date cette première enceinte? Voilà. Jackie m'a dit ça peut dater des années de la peste, milieu du 14e. Peut-être. Peut-être c'est plus ancien, j'en sais rien. Je sais pas. Voilà. Voilà, ça c'était pour vous parler des murs de Metz. Alors je ne sais pas si les murs de Metz ont eu beaucoup de fonctions militaires. En tout cas, il est à peu près certain que, étant donné qu'on a un prévôt seigneurial, lieutenant de prévôté, l'appelle-t-on à un moment donné, il a probablement quelques sergents de ville qui gardent les portes, qui sont chargés de surveiller les portes et d'empêcher d'entrer les dits truands qu'on veut éviter. Hein. Ce qui est certain, c'est que pendant ces années dites années terribles de la Fronde, je vais en parler là, les habitants des villages voisins de Valpuiseau, par exemple, se sont réfugiés à Metz avec leur bétail, avec leur famille, dans un état de santé très très incertain, et Metz, ville enfermée, fortifiée, servait de refuge. Ça c'est évident.
peut-être on ne sait pas tout ça, mais la Fronde, 1650-1652, c'est une période extrêmement difficile. C'est une période très instable politiquement parce que la régence de Louis XIV est un peu mal assurée. Hein. Et il y a beaucoup de troubles, des troubles parlementaires parce que les magistrats des parlements de Paris se plaignent qu'on va leur piquer leur pouvoir, on va vers la monarchie absolue, mais les princes s'en mêlent. Le prince de Condé, qui est pourtant de sang royal, se rebelle contre le pouvoir royal, et donc il y a un affrontement carrément de guerre civile, et la guerre civile passe ici. La guerre civile va notamment beaucoup déchirer Étampes, mais quelques jours avant de s'emparer d'Étampes, les troupes de Condé, mais Condé est déjà parti, mais c'est un certain Saut-Tavannes qui commande, le marquis de Saut-Tavannes qui commande ses troupes, couchent à Metz et à Milly, hein, au mois d'avril 1652, et puis quelques jours après, le 23 avril, ils vont s'emparer d'Étampes, d'ailleurs sur un coup assez cocasse, parce qu'ils se font passer pour les armées royales, et puis les braves gars qui commandent la porte Saint-Pierre à Étampes, ils ne savent pas trop bien, alors ils ouvrent la porte quand même, et hop, tout le monde s'engouffre dans Étampes, et ils vont y rester plusieurs semaines, 2 mois, 3 mois, je ne sais plus. Hein. Ils ont surtout tout ravagé. Mais surtout, ils ont tout ravagé. Étampes a perdu. Étampes, c'est Mariupol, quoi, si vous voulez, à cette époque. Hein. Ça a vraiment été. Non, mais c'est vrai. Et c'est comme ça qu'un certain Saint-Vincent-de-Paul a débarqué dans la région. Il s'installe à Valpuiseau, mais. Ici, dans les registres paroissiaux, on sait qu'il y a des gens de Valpuiseau qui sont venus mourir à Metz, quoi, parce qu'ils ont pensé que c'était un peu plus stable dans cette ville enfermée. On ignore plein de choses sur les désastres de la Fronde, et en particulier, la paysannerie française a mis des décennies et des décennies à s'en remettre, quoi, hein. Et en plus, comme Louis XIV aimait les guerres et qu'il a multiplié les impôts, dans les années 1705-1710, on en était encore là, quoi. Il y avait encore 60 ans après, et peut-être les causes de la Révolution commencent à naître à ce moment-là, quoi. Voilà, alors, c'était pour vous dire que par moment, la grande histoire croise l'histoire de Metz. Hein. Pour continuer, et voilà, j'ai dit ça va durer 1 heure, ça y est, ça fait à peu près 1 heure, j'en arrive à la Révolution. Petit moment de gloire encore pour Metz, parce que Metz, à cette époque, est déclaré chef-lieu de canton. Voilà, le canton de Metz regroupe les communes de Metz, Gironville, Prunay, Courdimanche, Vers-sur-Essonne, Boigneville, Valpuiseau, Puisay-le-Marais, Champmeteux, Brouilly et Mépuy. Voilà, la commune est dirigée par un maire assisté de 6 officiers municipaux, 12 notables et un agent national qui siège également au canton. C'est l'époque où on supprime une des 2 églises, mais c'est le maire de Notre-Dame, Glos de Besse, qui devient le premier maire. À Metz, il n'y a pas de maire sous l'Ancien Régime. Hein, il y a des villes, à Milly, je crois, il y a un maire d'Ancien Régime, dû à une charte royale. Mais à Metz, non. On a simplement un prévôt qui est une sorte de sous-préfet de la commune, quoi. Mais à partir de la Révolution, chaque paroisse est dotée d'un conseil municipal, et c'est le curé de Metz qui devient le curé de Notre-Dame qui devient le premier maire de Metz. Nous avons aussi un juge de paix qui réside à Metz, mais ce brave homme, l'évêque, est un peu
un peu truand, un peu prévaricateur, et il s'approprie certains biens, dont les biens communaux. Alors les biens communaux, qu'est-ce que c'est? Ce sont les prés, et ici on n'en manque pas, ce sont les marais de l'Essonne. Il y a donc quelques dizaines d'hectares, hein, et les paysans pauvres, ils font paître ont un droit, un usage coutumier. La Révolution, pour le meilleur et pour le pire, fait de belles choses, mais aussi des choses un peu difficiles à vivre. Ces communaux sont vendus à des propriétaires privés, et comme par hasard, c'est le juge de paix de Metz, l'évêque, qui achète. Et ça finit assez mal, parce que l'évêque est convaincu d'avoir mis de l'argent dans sa poche, et il va aller en prison. Il va aller en prison, tout comme le notaire royal de Metz, de la Fosse. Mais lui, je crois que c'est pour des questions de relations avec des Messoises. Hein. Mais de la Fosse, père et fils vont faire quelques semaines ou quelques mois de prison. On ne leur coupe pas la tête. Hein. C'est quand même, on n'arrive pas là. Voilà. Un mot sur la période qui suit, sur l'Empire, parce qu'il y a une gloire à Metz, qui est un certain Béranger. Béranger fait partie d'un des premiers médaillés de la Légion d'honneur, parce qu'il a défendu les troupes françaises à Saint-Jean d'Acre. Hein. Puis je crois après, il appartient encore aux armées impériales, il va peut-être dans le centre de l'Europe se battre pour Napoléon, et puis il prend sa retraite, peut-être il est blessé, je ne sais plus, et il devient maire de Metz. Voilà, Béranger, maire de Metz sous l'Empire. Et dès que l'Empire chute, en 1814 ou 15, on fait appel au seigneur de Metz, de Trimont. Donc Béranger s'efface. Les maires ne sont pas élus à l'époque, hein, c'est le préfet. C'est le préfet qui les désigne. Et de Trimont devient maire de Metz. Voilà. Que vous dire encore sur cette époque? Oui, il y a une belle histoire, une belle légende, c'est la girafe. Nous sommes en 1827. La France essaie d'établir des relations avec le pouvoir d'Égypte, le vice-roi d'Égypte, qui est pratiquement souverain en son royaume, bien qu'il dépende du sultan ottoman. Mais le vice-roi d'Égypte offre des girafes. Il en offre une au roi d'Angleterre et une au roi de France, Charles X. Et cette girafe, dont la compagnie est commandée par un étampois, Geoffroy Saint-Hilaire, remonte le Rhône, traverse la Bourgogne, essaie de traverser Fontainebleau, mais Fontainebleau ne veut pas voir passer la girafe parce qu'ils ont peur probablement de la population, des gens qui viennent admirer cette bête qu'on ne connaît pas bien. Et probablement le cortège se déroute vers la vallée d'Essonne. On sait que le cortège de la girafe rejoint l'Essonne à Corbeil parce qu'il y a un document qui dit que Stendhal, avec ses petites amies, est allé pique-niquer au bord de Seine pour voir passer la girafe. Ça serait assez plausible qu'elle soit effectivement passée par Metz, qu'elle ait couché à l'hôtel dit de la girafe. Bon, un jour, un historien m'a fait des gros yeux pour ça. Il m'a dit, vous n'avez pas de preuves. Ça fait plaisir aux Messois de le penser. Hein? L'anneau. Il y a l'anneau, mais ils l'ont décroché. Voilà. Bon. Oui, il y a l'anneau, effectivement, mais ils l'ont décroché. Non, il y a quand même deux preuves qui étayent la chose. C'est que à La Ferté et à Cerny, on a une gravure qui représente le passage de la girafe, qui est conservée par la famille Carnot. Et à Balancourt, il y a un chemin de la girafe, qui est d'ailleurs une rue maintenant, je ne sais plus laquelle. Donc tout ça corrobore l'idée que
la girafe est passée par la vallée de l'Essonne pour rejoindre la Seine à Corbeil. C'est tout à fait. Après avoir subi le refus de Fontainebleau, il bifurque à gauche, il se rattache à la vallée de l'Essonne et voilà. Il bivouaque à Metz. Bon, voilà. Hein. Une belle histoire que les Messois sont fiers d'avoir et qu'ils doivent entretenir. Et la girafe existe toujours, elle est Ah oui, alors elle est empaillée. Elle est empaillée, Au oui. musée d'Angoulême. D'Angoulême, oui. Voilà, au musée d'Angoulême. Oui, oui. Oui, il y a une photo. Je ne suis pas allé la voir. Mais, elle est assez petite d'ailleurs. Oui, Elle petite. c'est pas une... Voilà. J'ai encore quelques mots à vous dire. Ça va, si vous n'êtes pas trop lassés. J'ai encore des choses à vous dire sur le passé industriel de Metz. Ça vaut le coup de parler de ça. Et c'est une façon d'aborder le 19e siècle. Bagarré avec les gens qui voulaient faire passer le train parmi la forêt. Metz obtient que la ligne de Corbeil à Montargis passe à Metz. Et je crois que c'est en 1860. Hein, en 1860, la ligne est établie. Il faudra encore quelques années pour qu'elle descende plus bas. Et sachez que cette ligne reliait Paris aux stations thermales. Quand on allait prendre les eaux à Vichy, on passait par Metz. Hein, c'était la ligne du Bourbonnais. Après, ça s'est arrêté, on l'a supprimé au-delà de Malesherbes. Mais voilà. Oui, alors il y avait une dérivation à Montargis. Ça allait jusqu'à Nevers. Oui. Après, c'était Malesherbes. Oui, oui. C'est toujours Metz. Oui, ça allait plus vite. En plus, c'était des directs. Alors, nous avons eu ce que les Messois ont appelé le TACO. Le TACO était un chemin de fer à voie étroite. Et le TACO avait le bon goût de croiser la gare de Metz, qui faisait qu'on pouvait changer de train. Hein, on peut venir d'Étampes par le TACO, voie étroite, le TACO, le CGB, chemin de grande banlieue. Et on pouvait changer et prendre le train, le grand, en gare de Metz. Alors ce TACO a existé environ de 1900, voie ouverte en 1912, fermé aux environs de 1950, resté en service pour les marchandises jusqu'en 1953. Moi j'ai souvenir personnellement d'avoir vu encore la motrice qui montait des matériaux à Siporex de la gare. À Siporex c'était en 65, 6, 1960. Chez Siporex? Oui, non, pas la fin de Siporex, mais Non, la fin de chez Siporex du TACO, c'est ça que vous voulez dire? oui. Voilà. Donc la ligne était, il y avait un tout petit tronçon qui était encore en service. Sachez que cette ligne a été le théâtre d'un grave accident. Hein. Durant la guerre de 14, l'infanterie coloniale stationnait à Metz, comme dans beaucoup de petites villes. Il y avait un contingent colonial qui vivait, qui faisait d'ailleurs des exercices, puisqu'il y a encore des traces de tranchées, sur les coteaux à Metz. Hein. Et un wagon destiné aux travaux a vu ses freins lâchés. Et tout un convoi avec, je ne sais plus, une vingtaine d'ouvriers, la plupart des Marocains, sont arrivés à toute vitesse là, en haut du boulevard. Et le wagon n'a pas pu prendre la courbe et il s'est écrasé contre la place, hein, contre le mur de la place. Et il y a eu, voilà. 22, non, c'est pas ça? Pardon. 22 morts. Hein. Roger Bailly, qui a écrit ce texte lui-même. Hein. 18.
C'est son écriture. Il m'avait aidé pour écrire ce bâtiment. Il dit qu'on a relevé 10 tués. 10 tués et de nombreux blessés. Voilà. Ils étaient enterrés, d'après mon grand-père, ils étaient enterrés en haut, à gauche du cimetière Saint-Médard. Voilà. Les tombes n'existent plus maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire quelque chose? Et les corps ont été relevés et restitués à leur famille. Ah, d'accord. Il n'y a pas si longtemps alors. Il y a Une déjà quarantaine d'années, 50 ans. Oui. Tout à fait. Voilà, alors, d'autres aspects de cette vie industrielle de Metz, les moulins. Hein. Le dernier en activité a été le moulin de Saint-Éloi, que vous connaissez toujours, qui ne fait plus farine depuis seulement une quarantaine d'années peut-être. Hein. Monsieur Hesch, Jacques Hesch, m'avait montré à l'époque, quand j'ai fabriqué ce panneau, en 1977, je crois, ou 80, m'avait montré les mécanismes. Voilà, il avait ce qu'on appelle un Plansichter, c'est-à-dire un appareil à trier le grain d'origine suisse, qui était extrêmement complexe. Voilà, ce moulin maintenant ne fait plus farine. Je crois que le seul dans la région maintenant c'est le moulin Fouché à La Ferté. Mais nous avions... voilà. Alors, les organismes stockeurs de grains, les silos, il y en a eu 4. Une coopérative agricole dont le bâtiment est toujours debout, hein, et à mon avis pourra être classé ou inscrit au monument historique. Certains le trouvent hideux. Évidemment, il est un peu mastoc si on veut, quoi, mais il est caractéristique. Il est caractéristique d'un passé industriel dont il ne faut pas avoir honte. Je lance l'idée, mais c'est pas parce que le maire est là, mais on pourrait faire un musée du blé, du coup. Et, non, mais vous savez, il y a des régions industrielles où on transforme la friche industrielle en musée. C'est pas si. Et nous, le passé agricole de Metz est très important. Hein. Toute la région, on allait ou à la coopérative des Tempes, ou à celle de Metz dans la région. Hein. Et les organismes stockeurs privés, dont la maison Robert, c'était aussi des gens économiquement qui étaient très importants, qui faisaient la pluie et le beau temps dans le marché. Hein. Voilà, alors donc je cite la coopérative agricole de Metz, qui a été fondée par la famille Boussingault, la coopérative Beauce et Gâtinais, la maison Robert et la maison Charpentier-Boudon. Voilà. Voilà, Robert qui s'installe, qui prend la succession de la maison Dupont après la guerre. Voilà. Oui, Alphonse Robert a été en quelque sorte un capitaine de l'industrie. Hein. C'était quelqu'un dont le dynamisme industriel faisait autorité. Je continue dans ce domaine. Siporex. Alors, Siporex, c'était le plus gros bassin d'emploi, la plus grosse source d'emploi de Metz. C'est une fabrique de petits matériaux de béton léger, hein, à base de sable. Au départ, on a fabriqué des briques, des toutes petites briques sur lesquelles il y avait gravé Metz. Hein. Il y en a qui en ont encore, je pense, chez eux. Moi, j'en ai. Voilà, et puis il y a des choses qui sont bâties encore, il y a des murs de jardin, des murs de cave qui sont bâtis avec la brique de Metz. Et puis un ingénieur suisse futé, un certain Mers, s'installe à Metz et fait franchir un pas à cette briqueterie. Ça devient la maison Siporex, voilà, qui est rachetée par des Suédois finalement, et puis hélas dans les années 90 cette usine qui a eu jusqu'à 140 salariés
a dû fermer. Voilà. Je cite à l'époque, le site est vendu à la société Coffort, mais maintenant c'est plus Coffort, c'est Arverne. Mais c'est toujours Garnier, c'est toujours Coffort. c'est toujours des gens qui font de la recherche, géo, du forage. Alors eux à moins grande profondeur que Coffort. mais combien d'emplois en moins? Parce que avant, Sitorex, c'était le grand pourvoyeur d'emplois à Metz dans les années 50 et 60. Hein. Et puis alors, j'en finis avec la sucrerie. La sucrerie est fondée vers les années 1895. On a d'ailleurs sur ce panneau une très belle photo de la construction de la sucrerie. Bon, si je la retrouve. Elle est peut-être derrière, oui. Vous l'avez là? Il me semblait que je l'avais mise. Non, non, ça c'est les emplacements des industries. Siporex, les silos. La sucrerie est sur un terrain vendu par M. Denise. C'est d'abord une société privée, puis elle se transforme en coopérative au tout début du XXe siècle. Elle rayonne sur toute la région. Il y a une sucrerie à Étampes, Morigny, il y en a une à Auvergnat, mais le secteur qui est au milieu, entre les deux, et juste dans le Loiret, c'est la sucrerie de Metz qui l'occupe. Elle est un peu trop petite, les dirigeants ne sont pas assez futés pour la moderniser en temps voulu dans les années 65-70. Ils entretiennent des pourparlers avec Morigny, mais Morigny, tout aussi cocardier que Metz, ne veut pas céder. Et finalement, tout ça passe aux mains de la sucrerie de Corbeil en Gâtinais, près de... c'est pas Pithiviers, non, c'est dans le Gâtinais, c'est au sud de Nemours. Hein. Voilà, bon. Maintenant, le site de la sucrerie, c'est... Je vous laisse la parole. Pinton, voilà. Mais cette architecture, tout n'est pas Pinton. Il y a une grande partie là, Alors il y a le magasin à sucre, qui est devenu l'établissement Godin. qui n'a été utilisé qu'une seule année. Ah oui, en plus, oui, oui. Ouais. À la fermeture. C'était peut-être le coup de grâce, peut-être, cette histoire. Oui. Et tout ce qui était logement, Et alors, c'est resté logement. Voilà, c'est devenu logement, ou c'est resté logement, mais cette architecture qui ressemble un peu à ce qu'on voit dans le Pas-de-Calais, eh ben, c'est les restes de cette sucrerie qui ont été bâtis par des maçons du Nord. Hein. Et ça aussi, ça fait partie du patrimoine de Metz. À mon avis, il faut chercher à le préserver, quoi. La bascule qui est devant un bâtiment. Il y a la bascule. Il y avait le bascule, Voilà. il y a- Pardon. Thierry Chevois, ce panneau qu'on avait fait pour la briqueterie, tu te rappelles ça? Oui. Bon, Vous voulez me dire il y a quelques... Il y a des erreurs? Oui, Bon, tu te rappelles l'historique de la de la briqueterie, il est simple, 1919, bon, 1920. Ça n'était pas fait pour fabriquer des briques pour le Simplon. C'était le tunnel du Simplon qui faisait d'être terminé. Et les deux Suisses, je connais bien Jacob Mers, l'ingénieur d'une part, et Hippolyte Pignat, donc qui est venu pour voilà. L'un était suisse alémanique, Jacob Mers, et suisse roman pour mon grand-père. Voilà. Donc le Simplon était terminé, ils ont cherché un site pour faire des briques silico-calcaires, et ils sont donc tombés sur Metz, où il y avait quand même une pureté de sable, quelque chose qui correspondait très bien. Et là, ils se sont mis à fabriquer, effectivement, pour tout l'ensemble du bassin, Paris, enfin toute la région parisienne, voilà. Mais le Simplon était fini. Ils avaient fabriqué dans 2 usines en Suisse allemande, Olten, donc toute la région d'Olten faisait automatiquement, et puis Brugg. Il y avait 2, voilà. Voilà là. Oui, Précision. Voilà une contribution sur Et puis c'est le fils, Eugène,
hein, Oui, Eugène Merlin. qui a que souscrit le nous brevet, avons connu. qui a souscrit le brevet pour arriver au béton cellulaire autoclavé Ouais. Siporex. Guy Siporex. Voilà. Voilà. Qui aurait pu être promis à grand avenir. Ah, mais, tout à fait. enfin, d'autres s'en sont emparés d'ailleurs à et fait. continuent à exploiter ce système, ce béton léger, light béton, qui flotte, qui ne brûle pas, qui est facile à construire, qui sert aux sculpteurs parce que c'est facile de sculpter dedans. Hein? Mais Ouais, on a- il existe toujours. Il existe toujours. Ça s'appelle Global, il s'appelle Beton, il s'appelle Siporex. Oui, j'ai vu que c'était camion l'année Voilà. dernière. Avec le même procédé. Voilà. Bon, j'ai quasiment fini. Je signale quand même que tout cet environnement, ce passé ouvrier, donnait lieu à une vie culturelle assez importante. Il y avait à Metz pas moins de 2 fanfares, harmonie, fanfare, qui n'étaient pas toujours d'accord entre elles. Ouais, voilà. Ouais. Dont le grand-père de Claude était le chef, hein, des deux. Voilà. Et, Philharmonique. voilà, oui, c'était des gens qui s'attaquaient au répertoire classique. Hein, ils ne faisaient pas que les sonneries réglementaires du 8 novembre et du 14 juillet. C'était d'un autre niveau. Voilà, écoutez, il y a encore plein de trous dans ce que j'ai raconté, mais enfin, je vous ai fait un tableau à peu près global. À peu près global de cette cité qui mérite qu'on s'intéresse à son histoire. Noble, seigneurial, puisqu'il y a que les nobles qui ont le droit d'avoir des pigeons, et c'est probablement là qu'était une des propriétés de la fille de Michel de l'Hôpital. Hein, c'est cette tour que certains ont appelée la tour du roi David. Alors, on ne va pas vous dire son. Oui, Les grands-parents. oui, comme son grand-père. Ouais. Voilà, c'est une tour seigneuriale et c'est probablement là qu'était le petit fief dont avait hérité Marie Hureau de l'Hôpital. Voilà. À propos des remparts, parce Oui. que je suis très étonné par cette date de 1540. Parce qu'on les aurait attendus avant, c'est-à-dire pendant la guerre de 100 ans par exemple, ou on les aurait attendus peut-être après, justement, parce qu'il y a une grande période d'insécurité. 1540, on ne peut pas dire que c'est une période vraiment d'insécurité. Les guerres de religion vont commencer 10 ans plus tard. Et alors, ce qu'ils invoquent justement, c'est les malandrins. Les malandrins. Ben, ça semble un peu court, quoi, comme par rapport à d'autres périodes d'insécurité qui ont été Alors, plus terribles. c'est la grande époque des Hureaux. 1540, ils sont déjà très Ils ont influents. peut-être de l'argent. Voilà, ils sont riches et ils veulent faire valoir les terres de Metz. Visiblement, Hureau est un bienfaiteur de la famille Hureau, est bienfaitrice. Et ils ont cherché, à mon avis, à rénover, à relever les murs et à englober une partie plus importante de Metz, car il y a des textes qui précisent Metz et ses faubourgs. Or, ce pourtour n'a pas de faubourg, il n'y a pas de faubourg à Metz, on ne peut pas les identifier vraiment. Sauf si on conçoit qu'il y avait un anneau, une ceinture de rempart plus étroite. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que si c'est le cas, la rue du Bonpuits ou le bas de la Grande Rue sont des faubourgs. Oui, ça veut dire aussi que par rapport au premier anneau, Oui, et sur lesquels tu n'as pas beaucoup d'indices quand même, hein, il faudrait chercher, ça par j'ai pas rapport au cherché. premier anneau, ça veut dire aussi que la population vraisemblablement s'est accrue. Oui. Parce que si on prévoit Oui, plus large, oui, ça oui, veut oui. dire qu'il y a davantage de gens. Jacquard, qui parle beaucoup des guerres de la Fronde, cite, il fait une étude sur le bailliage de la Ferté, et il cite Metz comme étant une commune peuplée et assez riche. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais à la guerre de 100 ans, quand le roi Jean II le Bon est fait prisonnier, toutes les communes, les paroisses de France sont
contribution pour payer la rançon. Et quelqu'un m'a montré un jour ce qu'a payé Metz. Et c'est assez important, je crois que c'est 2 ou 3 fois plus important que ce que paye la Ferté. Voilà, bon. Donc ça prouve une certaine aisance, une certaine opulence de Metz. Petite cité de commerce où il y a plusieurs moulins, où il y a des foires. Fleurot avait trouvé un jour un document qui disait la maison des prétendus réformés. À Metz, il y aurait eu une maison au carrefour, là, en face l'église Saint-Médard, dans le coin de la maison médicale, là, probablement. Maison des réformés. Maison des prétendus réformés, ça veut dire qu'au XVIIe siècle, on ne peut plus les saquer, donc on les appelle les prétendus réformés. On ne reconnaît pas la religion, hein, donc c'est l'expression qu'on emploie. Oui, c'est ça. C'est la RPR, la religion prétendument réformée. On appelle ça. Ça, c'est une réflexion qui est postérieure à la révocation de l'édit de Nantes, Ouais. qui est postérieure à 1685, Alors, c'est-à-dire à partir du moment où, théoriquement, il n'y a plus de protestants. On ne veut plus qu'il y en ait, c'est comme ça. Voilà, j'en sais pas plus. Il y a sur la porte de l'église de Metz un curieux bas-relief qui a peut-être été offert par les Hureaux et un chandelier à 7 branches dessus. Alors, est-ce que c'est en rap? Bon, un signe d'Ancien Testament comme ça qui se balade au-dessus d'une porte je ne sais pas quoi vous dire, vous en savez peut-être plus que moi. Hein. Je te posais la question. Je pars sous votre contrôle. Bon, je ne sais pas pour le chandelier à cette branche, je ne sais pas. Parce que bon, il faudrait avoir davantage de choses sur le contexte. Je te posais la question à propos des protestants parce que au moment des guerres de religion, seule la ville d'Étampes est restée catholique. Tout le plat pays est devenu protestant. Ah ouais. Autour d'Étampes, tous les seigneurs se sont convertis au protestantisme. Ah ouais. Ça a duré un petit siècle. Et puis après, il y a le rouleau compresseur de l'Église catholique qui intervient. Et après, progressivement, il n'y a plus de protestants. Je ne crois pas que les Hureaux étaient... Ah, ils étaient catholiques, vraisemblablement. restés catholiques. Oui. Mais il peut très bien y avoir eu des familles et qui accréditent la remarque que tu faisais à propos de cette maison. Oui, voilà. Malheureusement, Raymond n'est plus là pour nous dire où il avait trouvé ce document. C'était à Étampes, c'était le 2 janvier, était une fête chômée. On faisait une procession pour avoir chassé les protestants jusqu'à la Révolution. Ah ouais. Donc c'était quand même... C'était un jour férié. On l'a bien vu. Ça donne l'ambiance quand même. À mon avis, ce ne sont pas des souterrains. C'est un quadrilatère avec des croisées. Pendant plusieurs années. Mais il y a des Il y en cas a qui une sont super. chez le boulanger du bas. Il y en a une où était ton grand-père. Oui, de Gironville. Oui, il y a chez ton père. Alors, qu'est-ce que c'est que maison Mais c'est vrai, chez Perron, il y avait... Est-ce qu'on peut y retourner? C'est toujours chez toi? C'est commencé. Oui, alors c'est chez moi, mais c'est la. Il y a des locataires? Oui, c'est la maman. Comment il s'appelle? À Franck, le responsable des pompiers. Franck Grimaud. Bon. Alors on aurait un bon accueil. On a quelques-unes encore. Juste voir avec Franck. Accessible. Oui, tout à fait. Alors chez le boucher, il y a effectivement quelque chose qui peut-être ressemble plutôt à un souterrain, parce que c'est un conduit. Hein, c'est pas une salle quadrilatère, c'est un couloir et en plus à un moment donné il est coudé. Une bifurcation. Est-ce que c'est vraiment... Ça peut-être que ça c'est un souterrain en effet. Voilà. Il y a un moment, il y avait eu un éboulement. Oui. Sur la place. Oui, il y a très longtemps. Michel était rentré. Il y a- Ouais, Michel était rentré. Au il y avait bout. un- Oui, Michel Arnoux était allé voir. Toi, tu es... Alors, il paraît qu'il y avait aussi ce système de voûtes dedans. Moi, je suis pas rentré. Est-ce qu'il y avait des voûtes? Est-ce qu'il y avait des croisées de voûtes dans la cave, là? Non? Je ne peux pas te dire. Ouais. Je ne peux pas m'avancer. Quelqu'un m'a dit, mais il y avait une croisée de voûtes dedans, je ne sais pas. Alors moi, ce que je peux dire, par rapport à ce que tout à l'heure tu as dit concernant le cimetière autour de l'église, Oui. plusieurs fois, j'ai fait des levées de corps, vous allez sourire, hein, tout autour de l'église. Oui. Et dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans, maintenant 3 ans,
quand ils ont refait la route de La Ferté-Alais en partant du socle, Oui, eh bien la machine qui gratte, oui, qui fait le gratting, oui, les vibrations ont fait ébouler la chaussée, oui, juste devant le docteur Lucas, oui. et ils se sont empressés de De combler. je le trouve, Oui, pour pas. C'était un caveau. C'était un caveau. Oui. Qui était là. Ouais. Bah, devant chez l'Indien, il y en a plein. Hein. Quand j'étais Moi, j'en ai- jeune, je me rappelle, ils en avaient envie. Il y a dans l'église également. Puis, Alors, dans l'église. dans le livre de Valpuiseau, ils en parlent. Le petit livre que Valpuiseau fait. Il parle d'un notable qui doit toujours être dans l'église d'ailleurs. Mais depuis qu'on a refait un chauffage, Saint-Médard, Ça s'est éboulé, ça a été rebouché vite. J'ai même un témoin. Vous savez, s'il y a une litre funéraire dans l'église Saint-Médard, c'est aussi qu'un seigneur du Vieux a été enterré à Metz. L'office. Et la religion, à la fin du 19e, par exemple, est-ce que tu as des renseignements là-dessus? C'est aussi le problème de l'école On a eu derrière. une école de sœurs Oui. dans les années 1870 qui était à l'emplacement là de ce groupe scolaire là, auquel on est adossé là. C'est la partie la plus basse. Hein. C'était l'ex-école des filles. Hein. Et ça, c'était les sœurs. C'était les sœurs. Mais l'école laïque était là dans la salle du conseil de la mairie. C'était l'école du Père Flamery. Voilà, c'était Flamery. Père Flamery. Voilà. D'ailleurs, Le grand-père, il y avait Flamery, père et fils, hein, à Metz. Hein. Ouais. Ouais. Et avant Péjoux qui a fait la monographie, du XXe siècle. Non, je ne sais pas trop comment s'est passée la guerre scolaire des hussards noirs de la République. Je ne sais pas trop. il n'y a pas de traces non plus dans les comptes rendus du conseil municipal. Vous les avez, ça? Peut-être pas. Oui, oui, en effet. Il y a la monographie qui en parle un tout petit peu. De La monographie Péjoux. La monographie de l'instituteur. Bon, il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a une école d'Ancien Régime, parce que le prieuré Saint-Médard entretient un maître d'école. Et au moment des inventaires, en 1905, il n'y a pas eu de problème. Pour la Il y a un relevé des biens d'église de 1905, je ne sais pas si je l'ai emporté, oui. Comme partout. Je ne sais que vous dire avec précision. C'est l'histoire de la seigneurie de Metz, et comme ils ont racheté les biens d'église au XVIe siècle, hein, donc ils cumulent. Ces archives, les premières c'est 1380 à peu près, et ça monte jusqu'à la Révolution, quoi. Alors il y a des cartons d'archives qui sont vides. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que Stein en 1880 râle déjà. Mais il y a encore le descriptif calligraphié sur la chemise. Hein? Puis il y a les archives judiciaires aussi. Alors, oui, les archives de la prévôté de Metz sont rattachées aux archives du bailliage de La Ferté-Alais, et elles sont assez importantes. Malheureusement, elles sont très illisibles. Non seulement parce que la calligraphie avait changé, mais parce que c'est écrit, le sbire qui était commis à la prévôté de Metz, et si vous voulez devenir adhérent et membre du conseil d'administration de cette future association, ben, le moment est venu. Dites-moi, faites-moi signe. Oui, ben oui, il faut que... T'as marqué de Nice? Oui, j'ai marqué de Nice. Oui, oui. Je mets d'office. Ah bon, je te mets alors là. Oui, Oui. c'est pour ça. Bah, vu que je suis adhérent, hein, j'ai la compétence totale, moi. J'habite juste au Poitou. Ah bah oui, c'est un lieu On est clé. tous à Je suis pas loin, je peux. C'est un lieu clé. Non, mais donc tous ces gens dont je prends le nom
viendront à l'Assemblée générale constitutive, statutaire, pour qu'on mette en place des statuts et un bureau.